Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Je suis vraiment très heureuse d'être ici parmi vous pour évoquer donc la cuisine antique au travers des restes merveilleusement préservés du site de Pompéi. Et je dois tout d'abord excuser l'absence de mes collègues archéobotanistes italiens de l'Université de Naples. La situation en Campanie se dégradant, ils n'ont pas pu être parmi nous ce soir, mais ils se sont investis très activement dans ce projet et nous avons donc préparé cette présentation ensemble. Alors, le site de Pompéi, sa vie s'arrête donc en 79 de notre ère avec l'éruption du Vésuve. Vésuve qui n'était pas perçu pour ce qu'il était, puisque l'éruption précédente datait d'au moins 8 siècles avant. Et donc le Vésuve n'était pas perçu comme un volcan par la population, mais comme une montagne que les fresques représentent d'ailleurs, couverte de forêts et de vignobles. Et il y avait bien eu des secousses sismiques annonciatrices de la catastrophe, notamment des destructions importantes en 62-63 de notre ère. Le site était d'ailleurs en reconstruction au moment de l'éruption, mais rien ne laissait présager ce qui s'est passé. Alors, cette éruption, on en a des traces. On en a des traces archéologiques tout d'abord, puisque... oui, le pointeur, est-ce qu'on voit le pointeur un petit peu? Oui. Les séquences sédimentaires, les accumulations de matériaux conservent donc les différentes étapes de ces éruptions et même des éruptions précédentes. On a de très grandes séquences conservées dans un établissement agricole proche du site de Pompéi, la Villa Regina à Bosco Reale. Et dans le site même, rue de l'Abondance, dans une des maisons, la maison des Chastes Amants, il y a également donc, ces séquences sédimentaires comparables qui ont conservé donc l'enregistrement en fait, des accumulations dues à l'éruption. Cette éruption, on en a également une source écrite, mais qui est fixée 20 ans après l'événement par Pline le Jeune, qui répond en fait à l'historien Tacite en lui relatant donc les circonstances de la mort de son oncle, Pline l'Ancien, qui était donc commandant de la flotte de Misène et qui a vécu les événements en direct, puisqu'il est décédé donc au moment de cette catastrophe. L'éruption du Vésuve, ce sont des éruptions de type dit plinien, c'est-à-dire il n'y a pas d'écoulement de lave. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une accumulation donc, du magma avec des gaz qui s'accumulent à la cheminée du volcan, qui impliquent des pressions de plus en plus fortes. Et le volcan a été complètement éventré en fait, par l'éruption des gaz, qui peuvent s'élever plusieurs kilomètres au-dessus de la cheminée. Et au bout d'un moment, donc ces gaz relâchent beaucoup de cendres, beaucoup de pierres ponces. Ces accumulations de pierres ponces, elles ont touché le site de Pompéi. Elles ont commencé donc à s'accumuler dans les vides. Elles ont provoqué l'effondrement d'un certain nombre de bâtiments. Et donc une partie de la population a pu s'enfuir lors des premières phases de l'éruption. On estime à peu près à 1200 le nombre de corps retrouvés dans le site, probablement 2000, puisqu'une partie du site est encore enfouie donc, sous ces accumulations. Et Pompéi comptant environ 12 000 habitants, une grande partie de la population avait donc pu partir. À Herculanum, il y a eu des accumulations de matériaux tels que le site est enfoui sous 20 mètres en fait, de matériaux volcaniques qui se sont solidifiés sous la forme d'un tuf. Alors qu'à Pompéi, il y avait vraiment eu des projections de cendres, des couches de cendres qui se sont accumulées dans tous les espaces. Ce qui se passe au moment de la phase finale de l'éruption, c'est que ces colonnes de gaz, elles s'effondrent sous leur propre poids. Ils vont donc dévaler les pentes du volcan à la vitesse d'une voiture de course. Ce sont des nuées ardentes qui atteignent entre 500 et 1000 degrés. Et elles sont précédées donc de chocs extrêmement violents qui vont donc détruire les bâtiments. Donc ce sont des événements très subis contre lesquels les populations sont complètement démunies puisque ces nuages incandescents donc, sont arrivés sur le site et ont tout détruit. Et c'est ce qui fait l'unicité du site de Pompéi, puisque la ville a été vraiment figée dans ces instants de vie.
on a donc l'instantané en fait, de la vie d'une cité romaine, qui était une cité de moyenne importance. Le site fait environ donc, 66 hectares, dont 2 tiers sont dégagés, et comptait donc une population qui a été évaluée à environ 12 000 personnes. Alors, c'était une petite cité commerciale, mais assez prospère, parce que d'une part, elle contrôlait le trafic maritime, et elle servait de port à toute une série de cités samnites, les populations qui occupaient le site avant qu'elles ne deviennent colonies romaines. Donc, Pompéi servait de port aux villes de Nola, de Nocera, d'Aquera, et elle était également localisée à l'embouchure du fleuve Sarno, qui en fait permettait d'acheminer toutes les marchandises arrivées par la mer vers l'intérieur des terres. Donc, elle était vraiment localisée à un point stratégique de lien entre le commerce maritime et puis la circulation des marchandises vers l'intérieur. Et par ailleurs, la ville produisait un certain nombre de denrées, notamment elle était entourée de vignobles, et il y avait également des ateliers de production de sauces de poisson, de conserves de poisson. Et le terroir était extrêmement fertile du fait de la présence du volcan, donc il y avait également des productions de grains, de fruits, d'oliviers. Donc, le site est exceptionnel dans la mesure où tous les vestiges sont conservés en contexte. C'est-à-dire que quand on découvre des éléments de la vie quotidienne, y compris d'ailleurs des restes animaux, des restes végétaux, des reliefs de repas, on les trouve dans les lieux où ils ont été préparés, où on les a consommés. Et donc on en a ici une vision. Quand on a commencé à dégager les couches de pierre ponce qui recouvraient les lieux de vie, tout a été retrouvé en place. Et beaucoup de matériaux organiques sont conservés. Donc le bois est conservé, beaucoup de vestiges sont conservés quasiment à l'identique. Je vous expliquerai un peu après par quel processus de fossilisation on les a retrouvés. Donc Pompéi offre vraiment la vision de l'organisation d'une ville antique, mais également de tous les lieux de vie qui lui sont associés, attempérés néanmoins un petit peu du fait des destructions préalables qui sont dues donc à ces secousses sismiques qui ont précédé l'éruption, au fait que dès l'Antiquité, l'empereur a décidé que les cités détruites par l'éruption ne seraient pas reconstruites, et donc elles ont servi de carrières de pierre. Donc une partie des monuments émergeait encore des accumulations de pierre ponce, notamment le sommet des temples, le sommet des bâtiments publics. Et donc toute la parure monumentale a été récupérée pour servir de chantier, de carrière de pierre à d'autres établissements. Et également les fouilles à Pompéi et Herculaneum ont débuté de manière très précoce, puisque les premières fouilles sur Pompéi datent du XVIe siècle. Ce sont les premières découvertes très ponctuelles qui sont liées en fait à l'aménagement du fleuve Sarno, à la canalisation du fleuve. Et puis les premiers chantiers d'importance ont débuté en fait sous l'égide des rois Bourbons, les rois de Naples, et donc se sont poursuivis pendant le XVIIIe, le XIXe siècle. Mais ces premières fouilles visaient surtout à récupérer des objets, à récupérer des statues, et donc les sondages ont été un petit peu chaotiques au début, avant que les fouilles deviennent vraiment systématiques avec un enregistrement donc des lieux de découverte, des contextes de découverte. Par ailleurs, la préservation d'un tel site représente un véritable défi, puisque 44 hectares ont donc été dégagés. Le site reçoit 3 millions de visiteurs par an, et donc ça pose vraiment des défis de conservation, puisque dans ces régions d'Italie, on peut avoir des orages et pluies diluviennes extrêmement violentes à certaines saisons. Et donc la préservation du site représente la préoccupation première avant la poursuite des fouilles et des études. Il faut souligner à cet égard donc, le rôle du Musée archéologique national de Naples, qui a été créé donc, de manière très précoce, dès le début du XIXe, et puis l'action des surintendances successives qui ont vraiment veillé à la préservation, à la gestion des fouilles et des recherches. Il y a encore beaucoup de recherches qui s'effectuent actuellement sur le site de Pompéi, avec beaucoup d'équipes internationales qui travaillent et qui étudient différents types de vestiges. Donc, quand on parle de Pompéi, on évoque la ville romaine, mais il faut bien comprendre que Pompéi, c'est un palimpseste d'occupation humaine
qui débute de manière très précoce, puisque les premières occupations sont liées en fait à la colonisation grecque de la côte tyrrhénienne et également des occupations osques, qui étaient un peuple local. On a sur le site des inscriptions qui sont conservées dans cette langue. Et on a une première organisation urbaine avec donc la construction des murailles qui sont dues à l'occupation étrusque qui se met en place au Xe siècle avant Jésus-Christ, et également une première urbanisation qui touche surtout la zone qu'on appelle du forum triangulaire et qui est une zone en fait où on a un sanctuaire et différentes formes de vestiges. Succédant à cette occupation étrusque, on a une occupation samnite, qui sont des peuples montagnards qui vont donc occuper ensuite la zone de la Campanie, créer plusieurs cités. Et ils occupent donc le site de Pompéi à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a probablement ensuite une urbanisation qui se poursuit, mais dont on a très peu de traces. Elles sont oblitérées en fait par les occupations ultérieures. Et donc on a un peu de mal à qualifier en fait l'urbanisation des 4e et 3e siècles avant Jésus-Christ. Ce sont des périodes un peu moins bien connues pour le site. Par contre, on connaît un petit peu mieux l'histoire de ces cités samnites, puisque pendant ces périodes vont avoir lieu donc la conquête romaine de la Campanie, avec une soumission donc de ces cités qui vont, pendant les guerres puniques, devenir les alliés un petit peu obligés des Romains et fournir un effort de guerre dans ces conflits qui opposent donc Rome à Carthage pour le contrôle de la Méditerranée et la mise en place donc, de routes commerciales. À la suite de ces guerres puniques, donc, Rome sort victorieuse de son conflit avec la ville de Carthage. Et le 2e siècle est vraiment la période d'urbanisation extrêmement intense du site de Pompéi, donc toujours sous une occupation samnite, avec la mise en place des grands monuments du forum en évergétime, donc une urbanisation qui se développe beaucoup du fait de l'enrichissement en fait, des notables et de la population, consécutive en fait, avec les relations commerciales qui se mettent en place avec l'Orient et qui entraînent un enrichissement de la cité. Donc c'est une ville extrêmement prospère et du fait donc de l'effort fourni par les Samnites et d'autres peuples, ils vont demander à Rome la citoyenneté qui leur octroyait différents droits et notamment le droit sur la terre. Et donc cette citoyenneté va leur être refusée par Rome. Va s'en suivre un conflit qu'on appelle la guerre sociale, donc qui oppose Rome et les cités samnites. Et Pompéi va subir un siège. Elle va donc être défaite par le général Sylla et elle devient officiellement une colonie romaine en 80 avant Jésus-Christ. Donc l'histoire romaine de Pompéi commence au 1er siècle avant et elle restera colonie romaine donc, jusqu'à la destruction de la cité en 79 après Jésus-Christ. Donc c'est une histoire finalement beaucoup plus longue que le dernier état de la vie nous laisse entrevoir. Et donc on en a des traces archéologiques à différents endroits du site. Et cette histoire très longue continue d'être étudiée à chaque fois qu'on a l'occasion donc d'effectuer des sondages dans les niveaux plus profonds. Donc au cours de ces fouilles, de ces différentes études, et dès les premières fouilles de Pompéi et d'Herculanum, il va y avoir un intérêt porté donc, aux traces de la vie quotidienne. Et donc ces fouilles s'organisent donc, sous l'égide des rois Bourbons. Elles démarrent avec le site d'Herculanum. Cependant, du fait de l'enfouissement du site d'Herculanum sous donc, une vingtaine de mètres de matériaux, très vite l'intérêt se porte vers d'autres cités. Et les fouilles commencent donc à Pompéi vers le milieu, commencent à se systématiser à Pompéi vers le milieu du XVIIIe siècle, avec donc les dégagements.
le dégagement un peu plus systématique des vestiges, où on ne réalise pas seulement des sondages pour avoir accès justement aux maisons, aux objets, mais on commence à dégager des espaces et à noter l'emplacement des découvertes. Et les vestiges de la vie quotidienne vont retenir l'attention, notamment les restes animaux et végétaux liés à ces lieux de vie. Et ces restes archéobotaniques d'époque romaine, ils vont être immédiatement perçus comme des choses assez exceptionnelles et entrer donc dans un cabinet de curiosité qui est la collection des comestibili, qui va donc être constituée dans le palais des rois Bourbons à Portici et être exposée dans un premier petit musée archéologique. Donc cette première exposition dans l'Herculanense Museum va rassembler donc des vestiges liés à l'alimentation. Et ensuite, les collections qui étaient donc entreposées dans le palais de Portici vont rejoindre le musée de Naples, qui est donc édifié, dont l'édification est terminée en 1816. Et ces collections donc rejoignent le musée national où elles sont encore en partie entreposées, mais surtout entreposées dans les réserves. Et donc c'est vrai que c'est une chance de pouvoir les voir aujourd'hui à Paris, parce que ce sont des collections qui sont assez peu montrées. Donc une petite partie seulement de ces vestiges est exposée dans le musée de Naples. Et c'est un prêt exceptionnel qui nous permet de les voir aujourd'hui à Paris. Donc ça, c'est un aperçu de ces collections donc, qui ont fait l'objet d'une première exposition à Naples il y a 2 ans. Et donc, c'est une partie de ces vestiges que vous pourriez voir sur le balcon des sciences. Alors, pourquoi s'intéresser à ces restes végétaux ? On a affaire, dans le cas de Pompéi, à des denrées brutes, des céréales, des légumineuses, toutes sortes de choses qui constituaient donc la base de l'alimentation. Mais on a aussi beaucoup de résidus de denrées alimentaires qui ont été transformés, préparés en plats, en mets, comme cet exemple de pain carbonisé, donc retrouvé en place dans un four. Et ça aussi, c'est assez exceptionnel en contexte archéologique, parce que très souvent, on a affaire à ce genre de résidus, les denrées brutes, des fragments d'épis de céréales, des grains, mais les vestiges de préparation alimentaire sont beaucoup plus rares. Ils sont souvent réduits à des petits fragments de quelques millimètres qui sont très difficiles à identifier comme effectivement ces préparations. Et par ailleurs, quand on met en œuvre des procédés qui vont transformer ces denrées alimentaires de base en plats, en repas, en mets, on a vraiment affaire à des contextes, à un milieu social particulier, à des savoir-faire, à des rites même dans certains cas. Et ces éléments deviennent en fait des éléments qui nous donnent un aperçu, un regard sur la culture alimentaire et la manière donc, dont cette culture alimentaire a évolué. D'où l'intérêt d'étudier, en fait, de pouvoir étudier les 2 types de vestiges. Alors, de quels éléments est-ce qu'on dispose en fait pour aborder la question de la cuisine romaine ? Il y a différentes sources. Il y a les traités culinaires, comme celui qui a été attribué à Apicius. Apicius était un gourmet qui a vécu au 1er siècle, mais ce traité culinaire, il est en fait issu d'une compilation qui est rassemblée mise par écrit au IVe siècle après Jésus-Christ et qui est attribuée à Apicius. Il y a également beaucoup d'informations, donc ça c'est un recueil de recettes de cuisine qui donne des listes d'ingrédients, mais aussi la manière de les préparer, de les transformer. Comme source littéraire, il y a également aussi tous les traités de médecine
qui donne une hyperbale à la nourriture, avec toute une série de descriptions de diètes, de repas appropriés pour telle catégorie de personnes ou pour guérir telle et telle maladie. Donc on a également des informations indirectes sur la cuisine par ces traités. Il y a également toutes les sources iconographiques avec les fresques et les mosaïques qui très souvent prennent donc l'aspect de ces natures mortes qui décrivent à la fois les denrées alimentaires et puis la manière de les présenter, de les préparer. Et on a également donc les espaces de vie avec là une partie donc de ces pièces de mouture qui sont liées en réalité aux boulangeries. Et puis, il y a les restes eux-mêmes, donc, qui sont connus par l'archéobotanique. Je n'arrive pas à voir le pointeur. Oui, voilà. Avec donc ces restes végétaux qui ont été préservés, en fait, à la fois du fait de l'éruption, des accumulations de cendres, mais aussi au cours de la vie quotidienne, quand ils ont été donc transformés, apprêtés. Alors, à côté de ces vestiges de dimensions relativement importantes, on a également des vestiges qui sont là microscopiques, avec des éléments qu'on appelle des phytolithes, qui sont en fait des petits éléments de silice qui s'accumulent dans les cellules végétales. Et ces petits éléments sont très souvent retrouvés justement sur les surfaces actives des meules et nous permettent de savoir quel type de végétaux ont été transformés. Donc, comme ce sont des éléments minéraux, on les retrouve assez facilement. Enfin, ils survivent au-delà des siècles. Et on a également de plus en plus les études de grains d'amidon qui se développent, qui permettent là aussi d'avoir des informations sur les types de céréales qui ont été transformés et utilisés dans les boulangeries ou dans les espaces de vie. Autre élément qu'on utilise de plus en plus, c'est l'apport de la biochimie, donc la caractérisation moléculaire de certains produits, avec donc la possibilité pour les végétaux d'identifier donc certaines huiles, certaines graisses végétales. Ces restes ils sont essentiellement préservés sous cette forme, c'est-à-dire qu'ils ont subi une carbonisation du fait de leur mise en contact avec une source de chaleur. La matière organique s'est transformée en carbone. C'est-à-dire que ces restes ils sont simplement noircis, mais globalement ils préservent leur forme, leurs dimensions sont préservées. Mais comme ils sont maintenant la matière organique ne constitue plus qu'une composante mineure, on a affaire à une matière minérale, ils peuvent se préserver donc pendant des siècles, voire des millénaires. Et c'est essentiellement ce processus qui a permis donc de retrouver toute une série de denrées végétales. Sachant que la plage de température qui permet en fait à ce phénomène d'opérer est quand même relativement restreinte, puisque en dessous de 150 degrés, en gros, on va seulement avoir affaire à une torréfaction, les restes vont pouvoir encore être détériorés par la suite. Et au-delà de 500 degrés environ, la combustion sera complète. Donc, on ne retrouvera plus les éléments. Donc, c'est donc entre 200 et 500 degrés, en gros, que cette carbonisation va pouvoir s'effectuer, avec des plages qui sont plus ou moins étendues en fonction des espèces. Les espèces oléagineuses, par exemple, dont les graines produisent de l'huile, ont une plage beaucoup plus réduite et donc elles vont être moins souvent ou moins bien préservées. Les disciplines qui étudient ce type de vestiges, elles sont maintenant mises en œuvre de manière vraiment courante en archéologie. Elles accompagnent la démarche. Et au sein de l'archéobotanique, qui comprend beaucoup de disciplines, entre autres l'étude des pollens, l'étude des bois, des charbons de bois, l'étude des macrorestes tels que les mousses. Il y a la discipline qui est dénommée la carpologie, qui s'intéresse donc aux fruits et aux graines, et c'est principalement donc cette discipline qui a été mise en œuvre pour étudier les vestiges de Pompéi.
Alors cette archéobotanique, elle représente un jalon entre la paléobotanique, qui est l'étude des plantes fossiles, l'étude des plantes disparues, et l'ethnobotanique, qui est en fait l'étude des relations entre les peuples et le monde végétal, y compris dans le monde contemporain. Donc on s'inscrit comme un jalon intermédiaire entre ces deux domaines de recherche. Comment est-ce qu'on procède? À Pompéi, on a la chance donc, de découvrir ces restes végétaux en contexte, dans les fours, dans les dépotoirs, dans les lieux de rejet, dans les maisons, dans les vases de stockage. Mais dans la plupart des sites, en fait, ces restes ils sont disséminés dans les accumulations de terre, de sédiments. Et donc, il va falloir prélever des grandes quantités de terre dans les structures archéologiques, la tamiser à des mailles très fines. On tamise jusqu'au tiers de millimètre, de manière à récupérer même les éléments les plus fins. Et on va donc trier le résidu du tamisage sous une loupe binoculaire, qui grossit jusqu'à environ 50 fois, de manière à isoler tous ces petits fragments végétaux, qui vont être ensuite identifiés par référence à l'actuel, puisqu'on n'a pas affaire à des plantes disparues. Toutes les plantes découvertes à Pompéi existent encore actuellement, mais elles ne sont plus forcément en vogue, elles ne sont plus forcément cultivées à grande échelle en Italie, puisque dans le panel des plantes qui étaient exploitées à l'époque, il y a toute une série de blés qui ne sont plus, par exemple, cultivés à grande échelle, en tout cas en Europe. Justement, quelles sont les plantes qu'on retrouve? Pardon. Ce patrimoine végétal, il est extrêmement étendu et il s'est constitué depuis plusieurs millénaires. Donc, la première grande vague d'introduction des espèces, elle correspond en fait à l'adoption des espèces domestiquées au Proche-Orient. Donc, ce sont essentiellement des céréales et des légumineuses qui vont constituer la base de l'alimentation, avec une série de céréales qui nous sont familières et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc on retrouve très régulièrement à Pompéi, comme d'autres contextes, plusieurs espèces de blé, avec notamment le blé amidonnier, qui représente une espèce de base extrêmement importante, mais qui est peu panifiable. Donc c'est un blé qu'on va surtout consommer sous forme de concassé, sous forme de bouillie, de grains broyés, concassés. Accompagnant l'amidonnier, on trouve également de l'engrain, de l'épeautre, et puis des froment, des blés durs, avec là aussi des variétés qui nous sont un peu moins familières, comme ce blé compact, qui est en fait un froment avec des épis extrêmement compacts. Donc on a non seulement des espèces qui peuvent différer un petit peu des espèces qui nous sont familières, mais également toute une variété qui ne correspond pas forcément à la variété actuelle et qui peut comprendre des dizaines de types. Actuellement, il y a environ près d'1 millier de types de blé tendre, mais il y a quasiment 10 000 types de blé dur. Alors, la variété antique pouvait être un peu plus réduite, mais elle est déjà extrêmement étendue et on le voit d'ailleurs en regardant les formes de grains. À côté des blés, il y a également toute une série d'orges et puis donc des millets, le millet commun, le millet des oiseaux. Donc c'est ce genre de céréales à petits grains qu'on va consommer un petit peu à la manière du riz. Et ces céréales, elles présentent certaines caractéristiques et notamment des contraintes techniques qui vont expliquer certaines grandes évolutions que l'on observe en Méditerranée et aussi en Europe du Nord-Ouest au cours précisément de la période antique. Ce qui apparaît, c'est que les céréales dites à grains vêtus, de type donc en grains amidonniers et épeautres, elles vont céder la place à d'autres types de blé qui vont vraiment monter en puissance et éclipser ces autres céréales. Et ce changement, il va tenir un fait technique, c'est que les grains vêtus, au moment de la récolte et du battage, ont tendance à se casser. L'épi de ces céréales est fragile, et au moment où on les bat, l'épi se casse. Donc, il conserve en fait un caractère qui était
commun à leurs progéniteurs sauvages. Et à ce stade, après un premier battage, le grain est encore enserré dans les enveloppes. Et donc, il faut mettre en œuvre des procédés de décortiquage qui sont extrêmement longs, extrêmement contraignants. Et c'est la raison pour laquelle on va assez vite abandonner ces céréales dites à grains vêtus pour privilégier d'autres céréales type blé tendre, blé dur, qui sont beaucoup plus faciles à nettoyer. Et un peu partout autour du pourtour méditerranéen, on voit que ce phénomène de remplacement il s'effectue avec la montée en puissance de l'urbanisation. Donc quand on a affaire à des populations plus importantes et des populations qui ne sont plus des populations d'agriculteurs et qui ont besoin d'un approvisionnement régulier en grains, on va privilégier donc ces céréales faciles à nettoyer parce que ça permet d'accélérer les opérations après la récolte et c'est plus facile à transporter, à stocker. Ce sont des céréales prêtes à l'emploi, entre guillemets. Et associées en fait aux espaces de mouture, ce sont essentiellement des blés tendres qu'on va découvrir. D'autres types, la seconde autre grande famille de plantes, outre les céréales, ce sont les légumineuses. Donc des choses qui comprennent la lentille, qui nous est familière, mais aussi d'autres légumineuses qu'on connaît peut-être un petit peu moins. La févrole, qui est donc une variété de fèves à petites graines, et c'est uniquement celle-là qu'on trouve pendant la période antique. Les fèves à grosses graines ne sont pas encore connues, elles sont beaucoup plus tardives. L'herse également, des gesses, donc ce sont des espèces qu'on va consommer en bouillie, en soupe. Le lupin, dont vous connaissez peut-être les grosses graines jaunes qui sont consommées en snack avec les olives. Et à l'époque, c'est vraiment un aliment extrêmement commun qui sert à la fois à nourrir les hommes mais aussi à nourrir le bétail. Et donc, toutes sortes d'autres légumineuses. Là, je vous ai mis peut-être celles qu'on connaît un petit peu moins bien. Et également toute une série de plantes qui fournissent de l'huile, avec évidemment des circulations d'huile d'olive extrêmement importantes, mais de manière beaucoup plus ténue. Également la présence d'autres espèces qui vont être exploitées essentiellement pour leurs graines oléagineuses. Outre le lin, le pavot, le chanvre, on a également des choses là aussi moins connues comme la caméline et puis les moutardes qui fournissent donc des graines oléagineuses. Alors un patrimoine culinaire qui va s'enrichir petit à petit avec l'ouverture donc de ces voies commerciales vers l'Orient et l'arrivée donc de toute une série de nouvelles espèces qui sont essentiellement des espèces, des épices, des condiments et puis des fruits. Donc parmi les espèces locales, on peut avoir le céleri, le fenouil, le thym, toute une série de choses. Mais on a également des choses beaucoup plus exotiques, comme l'ail et l'oignon, qui à l'origine proviennent donc d'Asie centrale, et des épices qui dont le commerce se développe vraiment avec la période antique et la mise en place donc de ces voies commerciales, comme le poivre, qui est originaire donc d'Inde, ou le cumin qui provient lui aussi d'Orient. On a également toute une série de légumes. Le terme légume n'est pas un terme proprement parlé botanique, c'est un terme qui regroupe beaucoup de parties de plantes, les racines, les parties vertes, les fruits. Et donc là, je vous évoque simplement quelques espèces. D'une part, pour évoquer le fait qu'on a des formes de légumes qui ne sont pas celles qu'on connaît forcément aujourd'hui. Donc la représentation ici sur une fresque d'Herculanum de cucurbitacées. Donc les cucurbitacées connues pouvaient correspondre à la calebasse, au melon ou à la pastèque. Et là, on a donc des exemples de graines de calebasse dont la génétique a montré, parce qu'il y a deux origines possibles, l'Afrique ou l'Asie, que toutes les spécimens d'époque antique provenaient d'Asie. Là, des graines de melon, mais ces choses-ci sont des melons.
les légumes ici très allongés. Et les légumes ici, ce sont des melons et ce sont des melons non sucrés. Donc il faut penser aussi que les variétés antiques présentaient des formes et une diversité qui, là aussi, ne correspond pas à la diversité actuelle. Et dans ce panel de légumes, il y a aussi une exploitation assez vaste, assez marquée d'espèces qu'on considère actuellement comme des espèces sauvages qui ont été délaissées pour la consommation, mais qui, à l'époque romaine, et on le sait par les sources écrites, entre autres, entraient vraiment dans les jardins et étaient régulièrement consommées. Donc il y a toute une série de mauves, de renouées, de pourpiers, toute une série de plantes qui sont actuellement négligées, mais qui à l'époque constituaient des légumes régulièrement consommés, et dont on retrouve aussi les traces par l'archéobotanique. Là, vous avez l'exemple d'un fruit, cette fois-ci minéralisé, de mauve. Et puis un patrimoine culinaire qui s'enrichit considérablement avec toute une série d'espèces fruitières qui là aussi sont en partie locales, mais pour beaucoup sont importées. Ils vont être acclimatés progressivement en Italie. Donc le caroubier, dont on a retrouvé beaucoup de Gusa archelanum à Pompéi, qui est une espèce spontanée en Méditerranée, mais qui va donc être aussi mise en culture, greffée, développée. Des espèces exotiques au départ, mais qui vont pouvoir être assez rapidement être acclimatées en Italie, comme le grenadier, dont on retrouve des stocks complets. Donc là, c'est un stock de grenades qui a été retrouvé en place dans un baril à Oplontis. Et c'est une espèce qu'on utilise aussi en tannerie. On utilise les fruits matures dont la teneur en tanin est extrêmement forte pour aider donc au processus de transformation des cuirs. Et puis des espèces qui restent des espèces importées. Là, j'ai mis l'exemple de la datte. Le palmier dattier pouvait être planté en Italie, mais il n'y fructifiait pas. Et donc les dattes continuent d'être importées d'Afrique du Nord, de la péninsule arabique de Judée. Et ce sont des fruits qu'on retrouve très, très fréquemment, à la fois en contexte domestique, mais aussi dans les contextes funéraires ou dans les résidus de sacrifices. Et évidemment, autour du terroir de Pompéi, une importance très marquée de la vigne, du raisin. Là, on en a deux exemples avec des résidus de pressage du raisin, donc le marc, qui a été retrouvé là aussi tel quel en contexte, et la cour de cette Villa Regina, donc qui est en fait une exploitation agricole de la périphérie de Pompéi, où on peut voir en fait tous les vases qui étaient semi-enterrés dans le sol de la cour de cette villa et qui étaient destinés donc à la fermentation du jus de raisin pour la préparation du vin. Alors, il y a également donc de nombreuses plantes exotiques. On a évoqué la datte, mais il y a des choses un petit peu plus rares encore, avec l'apparition en fait des agrumes dont on a des traces à Pompéi sous forme de macrorestes dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc ce sont les semences retrouvées ici, avec la présence d'une espèce primaire qui est le cédrat, mais également déjà aussi la présence d'hybrides comme le citron, qui est issu donc d'un croisement du cédrat et de l'orange amer, avec une identification des deux espèces qui a été mise en évidence par la paléontologie, notamment pour les Pseudoplantis, et de représentations sous forme de fresques qui représentent plus vraisemblablement un citronnier qu'un cédratier. Autre espèce, à l'origine, donc, les agrumes, ce sont des espèces qui ont été domestiquées en Chine ou en Inde, et donc ce sont des espèces qui sont là importées et qui vont être acclimatées plus tardivement en Italie. Également une autre espèce exotique, elle aussi provenant d'Inde, donc le sésame, qui est une espèce à la fois condimentaire et oléagineuse, dont on a retrouvé donc des spécimens en contexte samnite, sous les dépendances du temple de Fortune,
donc qui est localisé au nord du forum de Pompéi. Et là également, donc une espèce qu'on retrouve aussi en Grèce de manière un petit peu plus précoce et qui est donc importée d'Inde. Alors juste un petit schéma pour rappeler donc la taxinomie extrêmement complexe des agrumes, puisque ce sont des espèces qui s'hybrident extrêmement facilement entre elles et pour lesquelles il y a beaucoup de mutations spontanées, donc beaucoup de création de nouvelles espèces qui, du fait des modes de reproduction des agrumes, vont se maintenir sous forme de lignées pures, y compris par semis, et donc conserver les caractères du parent femelle. Donc on a beaucoup à la fois de création de nouvelles espèces et donc des lignées stables qui vont se maintenir, avec donc en Méditerranée la présence du cédra, qui est une des espèces de base, avec la mandarine et le pamplemousse, mais aussi déjà donc la présence d'hybrides comme le citron, qui est donc issu du cédra de l'orange amère. Et puis en Égypte, un petit peu plus tard, au tout début de l'époque islamique, d'autres espèces qui apparaissent également, comme le citron vert, qui est présent sous forme de restes desséchés. Donc ça nous amène à parler justement de ces introductions successives d'espèces qui arrivent essentiellement par deux grandes voies, les différentes routes de la soie qui permettaient d'acheminer donc un certain nombre de marchandises depuis les régions de la Chine jusqu'à la Méditerranée, et puis également une voie qui va s'ouvrir à la suite donc des guerres puniques. Rome s'empare de la partie de la Méditerranée qui correspond à la Tunisie actuelle. Donc ici, le sud-est de la Méditerranée. Sous Auguste a lieu la conquête de l'Égypte, avec la mise en place de toute une série de ports romains sur les rivages de la mer Rouge, et donc une voie qui va s'ouvrir vers la pointe de l'Afrique, et de là donc un commerce entretenu avec l'Inde. Et cette route est bien en place donc, au 1er siècle. Et c'est par cette voie que s'acheminent de très grandes quantités de poivre, d'autres épices, d'autres produits, depuis l'Inde jusqu'à l'Italie, d'où l'arrivée donc successive de toutes ces plantes exotiques. Alors, ces ports de la mer Rouge en Égypte, ils ont livré une diversité végétale extrêmement étendue, parce que du fait des conditions extrêmement arides dans ces régions, tous les restes sont desséchés. Et vous voyez, la liste de plantes est tout à fait impressionnante, avec, outre les agrumes, toute une série d'espèces, l'artichaut. Donc toutes ces espèces sont attestées pour la période romaine. Donc le poivre, le riz, la noix de coco, le bambou, mais aussi toute une série d'autres plantes qui donc pouvaient potentiellement rejoindre l'Italie par cette voie. Mais pour des raisons de préservation, on a en Égypte une liste de plantes beaucoup plus étendue qui donne une idée de la diversité végétale encore bien plus étendue qu'en Italie, puisque les restes sont desséchés et non carbonisés. En outre les denrées brutes, donc j'évoquais les plats, les produits transformés, avant que donc également un beau regard sur la boulangerie, avec la découverte donc de ces pains carbonisés en place. Donc il y a 80 spécimens de pain qui ont été retrouvés dans un four en cours de cuisson dans la boulangerie de Modestus, dont certains spécimens étaient estampillés avec la marque du boulanger. Et puis un pendant donc à ces spécimens archéologiques dans les fresques et dans une série de représentations. Comment est-ce qu'on étudie ces pains? Comment est-ce qu'on identifie les céréales à la base des farines? Eh bien, on se base sur des éléments microscopiques, notamment des petits fragments des enveloppes des céréales, qui nous donnent déjà une idée de certaines espèces.
et puis surtout sur les cellules qui constituent donc l'épiderme de ces céréales, ce qu'on appelle communément le son, avec donc une observation de ces petits fragments au microscope à balayage qui permet donc à partir de leurs caractéristiques, de la microanatomie du grain, de séparer les genres de céréales, de séparer les orges, les blés, et parfois même certaines espèces. Donc ça permet d'avoir une idée des ingrédients qui composent ces farines. Et on observe également les façons boulangères de manière là aussi non destructrice, avec donc la microtomographie qui permet d'effectuer des coupes artificielles au sein de l'objet et d'aller observer donc l'aspect des pâtes. On voit donc par exemple sur ce spécimen que les bulles d'air ont été complètement aplaties, l'air a été chassé de la pâte, donc ça c'est un produit qui a été replié à plusieurs reprises, c'est une pâte qui a été travaillée un peu comme une pâte feuilletée entre guillemets, avec aussi la formation d'une croûte. Alors qu'ici, ce qu'on observe, c'est une pâte beaucoup plus aérée avec des grandes bulles d'air. Donc ça, c'est un produit qui correspond à des pâtes fermentées. Et également, donc, la possibilité de retrouver des spores de levure, donc de voir s'il y a eu présence de levain ou pas. Donc ça, ce sont des techniques d'observation, d'analyse qui se développent du fait du recours à ces méthodes analytiques de plus en plus fines. On a également des informations sur la boulangerie grâce à certains répertoires iconographiques. Donc là, c'est l'exemple d'un boulanger d'origine grecque qui s'est fait bâtir un tombeau monumental à Rome, près de la porte majeure, le tombeau de Rhysacès. Et donc sur l'architrave, on a un décor qui évoque en fait les différentes opérations liées à la préparation des pains et qui donc représente une source d'information là aussi très précieuse, très précise. Les boulangeries pompéiennes, elles ont été assez bien étudiées grâce à un programme qui leur a été consacré, qui était dirigé par Nicolas Montex. Et donc ce qu'on voit, c'est que ces espaces en fait centralisaient différentes étapes depuis l'arrivée du grain jusqu'à la vente du pain. Donc une boulangerie était un établissement où se déroulaient les différentes opérations de préparation, de cuisson des pâtes, avec donc les différents déchets associés à ces espaces qui ont permis d'avoir une information là aussi sur les céréales qui étaient transformées, avec donc également l'analyse des surfaces actives des meules par les éléments microscopiques que j'évoquais au début, qui ont permis là aussi de reconnaître les denrées transformées, qui impliquent les grandes céréales comme les blés, les orges, mais aussi des millets. Donc un espace de boulangerie avec les différentes salles, donc les grandes meules qui étaient manœuvrées par des équidés dont on a retrouvé les squelettes dans les écuries attenantes dans certaines boulangeries, les fours dont là on voit un four avec la paroi qui permettait de fermer en fait la bouche du four qui a encore conservé en place, et puis les salles de pétrissage, de façonnage des pâtons. Et donc toute une série aussi d'installations hydrauliques qui permettait donc d'apporter de l'eau, de chauffer cette eau de manière à pouvoir préparer donc ces pâtes. Et des choses assez bien conservées. Donc là, c'est dans la maison des Chastes Amants où on a effectivement retrouvé donc les squelettes d'équidés à l'entrée de la boulangerie, près des salles des meules. Les meules où la feuille en plomb est encore conservée en place sur la meule. Donc c'est ce qui permettait à la farine de s'écouler après la mouture. Et puis là, on voit encore dans le pétrin le mécanisme qui permettait en fait de mélanger la pâte. Donc là, c'est pour évoquer la préservation exceptionnelle de ces contextes qui est vraiment unique sur le site de Pompéi et qui permet vraiment de voir les choses en place, de comprendre les opérations liées à la transformation de la nourriture. Je passe assez vite sur le fonctionnement des fours, il est encore connu, hein. Ça correspond encore au four à pain actuel. Et bon, pour arriver aussi sur une série de résidus, donc tout ce qui est lié à la mouture, à la transformation des céréales a bien été étudié,
Mais on a également trouvé d'autres résidus végétaux en grande quantité qui correspondent qui évoquent en fait d'autres opérations. Donc là, dans la salle des meules, les sols présentaient des couches extrêmement noires avec des accumulations de petits fragments végétaux, comme ceux qu'on voit ici à droite. Et ces petits fragments correspondent à un produit qu'on appelle les grignons, qui résulte en fait du déchet, qui est un déchet qui résulte du pressage des olives. On utilisait pour broyer les olives des pierres à moudre, comme celle qu'on voit en bas à droite, qui est conservée donc à l'Antiquarium Boscoriale, qui est un broyeur à olives. Et le résidu de broyage correspond donc à ces petits fragments à la fois de noyaux et de pulpe encore attachés au noyau. Et ces petits fragments de pulpe, ils sont réutilisés comme combustible. Ils sont omniprésents dans les sites antiques et également dans celui de Pompéi. On les trouve partout dans les boulangeries, mais aussi dans les thermes, dans certaines maisons. Et en fait, tous ces résidus de broyage des olives étaient réutilisés comme combustible à côté du bois. Et c'est un combustible qui a un pouvoir calorique extrêmement important et qui dégage peu de fumée. Donc il était très apprécié dans les espaces de vie. On le retrouve de manière importante un peu partout. Donc ça a fait un lien en fait entre les boulangeries et les huileries, puisqu'on réutilisait un déchet issu de la préparation des huiles d'olive dans ces espaces, avec un transport, peut-être même une commercialisation de ces déchets. Et ça nous amène à parler de la production d'huile, puisqu'on a pu analyser donc, ces noyaux par des techniques de biométrie assez sophistiquées. Et ça nous a permis de constater qu'on a affaire uniquement à des noyaux issus d'oliviers domestiques. Donc un terroir qui comprenait aussi des oliveraies, avec une culture de l'olivier relativement développée. Et il y a également des vestiges archéologiques qui ont livré directement des témoins donc, de cette préparation, puisque là, c'est une bouteille dont le contenu a pu être analysé et identifié comme de l'huile d'olive. Donc, c'est probablement la plus vieille attestation de ces types de produits. Donc, ça a été daté par radiocarbone, effectivement, de la période précédant de peu l'éruption. Et le contenu a pu être identifié en réalisant l'analyse moléculaire donc du produit conservé. Petit intermède. Donc, ces produits alimentaires, notamment le pain, l'approvisionnement en céréales qu'on a déjà beaucoup évoqué, c'était un enjeu alimentaire, mais également un enjeu politique. Et on a aussi à Pompéi ce genre d'inscription qui est abondamment conservé. On a toute une série de graffitis qui sont conservés, notamment dans la rue de l'Abondance, une des rues principales du site. Et ces graffitis correspondent en fait à des slogans électoraux. Donc les personnages qui visaient certaines fonctions publiques, notamment pour devenir édile ou doumvir, bénéficiaient de slogans et de l'appui de leurs concitoyens qui faisaient peindre sur les murs toute une série de mentions. Et certaines de ces mentions montrent l'importance en fait de l'approvisionnement, avec une proclamation telle que Élisée édile Caius Iulius Polybius, il apporte du bon pain. Et en fait, ce personnage contrôlait une série de boulangeries et était donc capable de mettre au service de la population, en quelque sorte, cette production, ces boulangeries, et donc d'assurer la suffisance alimentaire. Donc on a une série de choses qui évoquent aussi l'importance de cet approvisionnement, avec ici la représentation d'une distribution de pain. Et ce n'est pas du tout la représentation d'un boulanger vendant sa production, parce que le personnage principal est en toge, et en fait c'est une personne
qui soigne sa campagne électorale en effectuant des distributions de pain. Donc on a également un enjeu politique derrière cet approvisionnement qui existait dans les grandes villes telles que Rome, mais qui a existé aussi dans des cités plus modestes comme Pompéi. Alors parlons un petit peu de cuisine. On a vu les différents produits. Et donc la diversification progressive de ce patrimoine culinaire, avec néanmoins quelques grands produits qui sont à la base de cette cuisine romaine. Donc on a déjà évoqué l'huile d'olive. Un autre produit extrêmement important, il n'est pas d'origine végétale, ce sont donc toutes les conserves et les sauces de poisson, notamment le garum, dont Pompéi d'ailleurs assurait en partie la production. On a retrouvé des ateliers correspondant donc à ce type de produits. Ce sont des sauces de poisson fermentées qui se rapprochent un peu du wok mam asiatique pour leur goût et qui apportaient donc des saveurs salées et soutenues à la cuisine. Également des goûts sucrés qui sont apportés par un petit nombre de produits, entre autres le miel, les fruits également, les dattes, les figues, et toute une série aussi de produits qui servent spécifiquement à la conservation des aliments. Donc en l'absence même si on pouvait disposer de glacières, on a une conservation des aliments qui est essentiellement basée soit sur le sel, soit sur la saumure, mais également sur les sous-produits de la fabrication du vin. Donc le vinaigre était extrêmement important comme produit à la fois pour conserver les aliments, mais qui leur conférait aussi un goût particulier. Et également ce qu'on appelle le defrutum, donc les jus de raisin concentrés, qui permettaient de conserver là aussi les produits alimentaires, qui leur apportaient une saveur sucrée. Donc toute une série de produits qui servent à la conservation, mais qui vont aussi conférer des goûts particuliers aux aliments. Et finalement, la cuisine romaine est une cuisine de contraste, d'équilibre, avec des saveurs poivrées qui s'allient au sucre, avec aussi des saveurs acides ou amères qui vont être contrebalancées par l'emploi d'autres produits. Donc c'est vraiment une cuisine de contraste assez fort, assez puissant, avec le recours à certains goûts qui nous sont un peu moins familiers. Un mot pour évoquer aussi les espaces de préparation de ces aliments, donc avec les espaces de cuisine, donc ici des espaces de préparation de la nourriture dans ces grandes maisons urbaines, donc dans les domus. Des espaces qui sont souvent liés, qui rassemblent, enfin la cuisine est souvent proche des thermes ou des latrines, puisqu'il fallait à la fois disposer de l'eau courante. Pompéi est bien approvisionné en eau, d'abord par l'installation de toute une série de citernes et ensuite par la construction d'un aqueduc qui va permettre d'avoir une distribution d'eau sur le site, distribution relayée par toute une série de châteaux d'eau, avec même un système qui permettait d'avoir une distribution d'eau sélective. En cas de pénurie, seules les maisons les plus riches étaient encore approvisionnées. Donc on a un circuit d'eau sur le site qui est assez complexe, assez bien organisé, dont profite donc toute une série de commodités outre les cuisines. Le foyer en lui-même est assez rudimentaire. En fait, c'est une banquette d'argile sur lesquelles on entretient donc là aussi un feu qui permettait d'avoir différents modes de cuisson à différentes températures et des ustensiles de cuisine qui témoignent de plusieurs types de cuisson. Beaucoup de plats mijotés, beaucoup de plats en sauce, mais aussi des cuissons qui impliquent des fritures, comme cette poêle qui permettait donc de frire des œufs. Également beaucoup d'espaces de conservation avec ces grands vases qu'on appelle donc des dolias qui permettaient de préserver les aliments. Et les maisons ne disposaient pas toutes de cuisine, d'espaces de préparation et de personnel pour préparer cette nourriture.
Et donc, il y avait également une cuisine de rue qui était extrêmement développée, extrêmement importante. Il y a beaucoup de petites boutiques qui bordent donc les rues de Pompéi, ou qui se présentent de la manière suivante. C'est en fait un comptoir dans lequel sont ensachés plusieurs grands vases de ce type, de type d'olia. Et puis un brasero qui permettait là d'offrir une cuisine assez alimentaire, une cuisine quotidienne, et permettait de vendre dans la rue donc des plats réchauffés. Très souvent aussi, associé à la cuisine, le petit espace sacré, donc le larer, qui évoque les dieux domestiques, les dieux de la maison. Et le larer est souvent associé à la cuisine parce qu'il est associé à l'emplacement du foyer. Donc c'est la raison pour laquelle on a donc ce petit hôtel consacré aux dieux domestiques qui est localisé à cet endroit, avec là aussi des représentations de sacrifices qui consistent souvent en denrées assez simples, des œufs, des fruits, qui sont donc brûlés à la flamme sur ces petits autels. Une part importante de la vaisselle, et qui est d'ailleurs en partie présentée dans l'exposition, c'est celle liée à la consommation du vin. Le vin qui est aussi à cette époque un produit assez éloigné de celui qu'on connaît. Ce sont souvent des vins assez lourds, assez chargés en épices, et que l'on consomme toujours coupés d'eau, eau chaude, eau froide, parfois même eau de mer. Et donc on utilise ces grands vases qui peuvent être en métal ou en céramique pour mélanger le vin, qui va être ensuite puisé à l'aide de toute une série d'ustensiles et filtré avec l'aide de ces passoires et de ces entonnoirs, qui permettent donc de retenir les éléments les plus, les plus grossiers. Le vin qui est ensuite consommé dans de la très belle vaisselle, la vaisselle la plus ostentatoire de qualité était en métal, mais il y a aussi toute une série de vaisselles en céramique qui imitent justement les formes de la vaisselle en métal, avec des vases à boire spécifiques qu'on retrouve sur les représentations des larraires. Les repas, donc, ils se prennent sur des banquettes. Le repas le plus important, c'était le repas du soir, entre guillemets, qui avait lieu vers 4-5 heures. Et c'est un repas pour lequel on se prépare soigneusement. Donc, très souvent, il est précédé d'une visite au terme. C'est un repas dans lequel on va servir une série de plats, souvent sophistiqués, qui comprennent de la viande, des aliments assez recherchés, dans une ambiance où là aussi on va montrer sa richesse, son rang social. Et donc ce repas, c'est aussi une manière de rappeler sa position sociale, et on va recevoir ses clients à table. Donc les grandes familles invitent aussi les personnes qui leur sont attachées. Et ces repas sont l'occasion de montrer son éloquence. Et c'est la raison pour laquelle souvent prennent part à ces repas l'ensemble de la famille. Donc les femmes et les enfants sont également présents, avec l'idée que ces repas sont des moments d'échange, d'affirmation de la position sociale, mais aussi une manière de faire montre de sa culture. Et beaucoup de textes insistent sur la tempérance, la tenue, le caractère éducatif de ce repas. Des injonctions qui sont un peu contrebalancées par les textes des satéristes, qui vont se moquer, eux, des débordements qu'on observe aussi au cours de ces repas. Notamment du fait de la consommation du vin. Néanmoins, donc c'est vraiment des moments où on va en fait répéter et réaffirmer son appartenance à une classe sociale, avec donc un déploiement de belles étoffes, de belles vaisselles, et la manière de se présenter. Des places à table qui sont là aussi extrêmement codifiées, puisque
on place les invités en fonction du sens de circulation des plats, donc en fonction de leur rang. Et ces repas sont toujours accompagnés aussi d'un caractère sacré, puisqu'ils s'ouvrent et ils se ferment avec des libations, avec des sacrifices. Donc il y a toujours à la fois ce caractère profane et sacré qui est rappelé aussi au cours de ces repas, avec des pièces de vaisselle qui sont dédiées justement à ces petites libations qui peuvent consister dans l'offrande d'un petit peu, une petite quantité de vin pur. Également des dispositifs qui sont liés aux extérieurs, avec donc des salles à manger, les triclinia, qui sont également aménagés dans les jardins. Donc on a une pièce qui est dédiée dans la maison à la prise de ces repas, mais également souvent elle est dédoublée par un aménagement similaire donc dans le jardin d'agrément, avec donc l'aménagement de ces banquettes qui étaient ensuite recouvertes donc des étoffes et des coussins qui permettaient de prendre ces repas. Avec parfois des dispositifs un petit peu spectaculaires. Donc là, c'est la maison d'Octavius Quartio, avec un jardin très spectaculaire où le canal central évoquait en fait le fleuve Nil, avec un dispositif qui permettait même de mimer les crues du Nil, avec un dispositif de débordement des bassins, et un triclinium tout à fait spectaculaire, puisqu'il est occupé au centre par une petite fontaine, et donc il y avait moyen de présenter une série de plats flottants, en quelque sorte, qui étaient donc présentés au centre de ces banquettes et qui permettaient de divertir les convives. Une importance de ces espaces extérieurs, une luxuriance des jardins qui accompagnait donc les arts de la table. Ça nous amène à parler un peu de ces différences sociales, puisque la nourriture, c'est vraiment un marqueur très important également de ce rang, de ces déclinaisons sociales, avec la nourriture de base qui va consister donc dans ces bouillies de céréales, dans ces graines de légumineuses. Et on voit ici des graines qui ont été détériorées par des insectes qui ont été carbonisés à l'intérieur de ces graines. Et puis des produits de base comme les olives, les figues. Les figues, c'était vraiment un fruit très commun qui remplaçait en partie les céréales. Et donc on a des sources écrites qui mentionnent le fait que quand la saison des figues arrive, on réduit la part de céréales dans la ration des esclaves. La nourriture des personnes plus aisées qui va se marquer par la consommation plus importante de viande, et au sommet de ces viandes, ce sont les produits de la mer qui occupent vraiment la première place, en particulier les coquillages comme les huîtres, mais qui va aussi se marquer donc par la consommation de produits rares, exotiques, et donc, comme on l'évoquait, notamment de certaines espèces de fruits ou de condiments qu'on va utiliser en abondance. Donc de très rares et très coûteux au départ. L'engouement, par exemple, pour une épice comme le poivre, va amener des importations de plus en plus importantes, et le produit va un petit peu se banaliser pour devenir un produit de semi-luxe à partir du moment où ces voies commerciales sont bien en place. Et également un reflet de la nourriture qu'on trouve dans les espaces domestiques, dans la sphère funéraire, où là aussi les rituels liés à cette période impliquent l'offrande de produits végétaux. Donc le rituel funéraire fait que le cadavre entraîne une souillure qui se répercute sur la famille. Et toutes les cérémonies funéraires vont avoir pour but de lever en fait cette souillure et de faire admettre le défunt dans la sphère des ancêtres. Et donc le corps est brûlé sur un bûcher funéraire sur lequel il y a toute une série de dépôts d'offrandes, à la fois animales mais également végétales. Et par les sources écrites, on a une description en fait des produits qui sont déposés sur les bûchers funéraires,
Ça peut consister en fruits, en céréales, en pain, en guirlandes florales. Et là, on a l'exemple d'un bûcher funéraire qui a été préservé en place. Donc là, on n'est plus à Pompéi, mais dans une autre nécropole romaine un peu plus tardive. Mais on a donc l'exemple de ce bûcher avec la conservation du corps. Et dans un coin de la tombe, on a retrouvé un plat de noix en place avec les noix encore entières qui montre en fait le dépôt de ces restes végétaux sur les bûchers. Une fois que le corps a été brûlé, on ramasse les cendres et les vestiges, les mobiliers qui ont accompagné la crémation. Et donc très souvent aussi, on trouve comme ici, cette fois on est à Pompéi dans la nécropole à la Porta Nocera, à l'intérieur de l'une, on trouve ici les vestiges d'une pomme de pin, du pin pignon, qui a été ramassée et déposée avec les restes d'ossements dans l'urne funéraire. Toute une série de produits retrouvés alors dans ces contextes. Là, on a l'exemple de baies de raisin entières, donc une grappe de raisin déposée entière dont on a conservé les fruits, des dattes, et puis là, c'est un petit fragment qui correspond à de la chair de poire. Voilà, globalement, c'est un peu un aperçu des différents éléments que je voulais vous présenter. Il y a différents ouvrages qui ont traité en fait de ces aspects archéobotaniques et également de la cuisine. Donc il y a deux historiennes qui ont testé les recettes d'Apicius et les ont adaptées. Donc c'est un livre assez plaisant puisque ça vous permet en fait de reproduire ces recettes et d'avoir une idée des saveurs qui accompagnaient donc ces repas. Et également, si vous avez la chance dans pas trop longtemps d'effectuer le voyage à Pompéi Herculanum, n'oubliez pas de faire un saut à l'Antiquarium de Boscoriale. Donc le musée a été créé à l'emplacement donc de cet établissement agricole dont on a vu donc la cour où étaient entreposés donc les fûts servant à la fermentation pour la préparation du vin. Et c'est un musée à la fois de la vie agraire, de la vie quotidienne, où on voit beaucoup de choses qui sont liées donc à ces espaces de vie et dans lequel on donne un aperçu en fait des produits et des vestiges organiques qui ont été retrouvés dans les sites fossilisés par le Vésuve. Voilà. C'est fini. Je vous remercie. Et donc, je serais enchantée de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Véronique. Quelle est la première question ? Je vous écoute, madame. Pardon, madame, excusez-moi. Je vous demande de faire une petite pause. Vous pouvez me répéter votre question et je vais la répéter à Véronique Zech, s'il vous plaît. Notre ami n'a pas bien lu sur la carte les ports relais de la mer Rouge. Voilà, il parle de Véréniké. Il y a effectivement toute une série de sites dont le matériel a pu être étudié, avec notamment effectivement Véréniké. Et également donc les différents sites ici, Mons Porphyrites, Mons Claudianus, Mias Hormos, Kosair al-Kadim et Coptos. Donc il y a une série de ces sites qui ont livré donc un matériel desséché. Ce sont pour partie donc des cultures qui sont liées à des oasis, et donc la liste à la fois de fruits et de légumes qui étaient entretenus dans ces sites est relativement importante, et la conservation du matériel est absolument exceptionnelle. Donc on voit apparaître des espèces qu'on a rarement l'habitude de voir par ailleurs, puisque il y a des espèces dont la consommation n'implique pas justement un contact avec une source de chaleur ou n'implique pas de transformation par le feu.
Et donc ce sont des espèces qu'on a rarement la possibilité de voir sous forme carbonisée. Donc le fait de pouvoir avoir ces restes desséchés nous ouvre vraiment la diversité des produits qui sont représentés. Question ? Au début, on voit des plats. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que la choroplastie? En fait, c'est la production de petits, soit de petites statuettes, soit de petits objets qui sont façonnés en argile moulée. Et ce sont des objets qu'on retrouve très souvent en contexte funéraire. Donc ça évoque justement, mais sous une autre forme, les dépôts liés à la sphère funéraire. Et très souvent, ces éléments, bon là ils sont un petit peu antérieurs, hein, ce sont ici des éléments qui datent de la moitié du IVe siècle. Ils représentent des fruits, des pâtisseries, ils représentent des petits objets. Et donc ça nous donne une autre vision également des produits, parce qu'ils sont souvent très réalistes. Et ce sont des choses qu'on voit assez rarement également dans les vestiges archéologiques. Là, vous avez l'exemple de biscuits en forme d'oiseau ou d'éléments qui correspondent en fait à des pâtisseries ou à des petits pains. En plus d'éléments centraux ici, on peut reconnaître une grenade ou une figue. Donc ça donne également une idée de la diversité des préparations alimentaires qu'on pouvait préparer à partir des céréales ou d'autres éléments. Question ? Alors j'ai une question. Quand est né et comment est née l'archéobotanique? Quand a-t-on commencé à fouiller en respectant le sol et en cherchant différents éléments végétaux d'alimentation? Les premiers intérêts sont très anciens, hein, puisque dès les premières fouilles à Pampilly-Herculanum, on a découvert des vestiges végétaux, des amas de céréales ou des fruits. Et ils ont vraiment tout de suite été perçus comme quelque chose de merveilleux, parce qu'on mettait la main sur quelque chose d'extrêmement quotidien et progénie. Et dans d'autres pays, notamment en France, les premières études datent également du XIXe siècle. Et elles sont liées à l'étude des palafithes néolithiques, donc des sites implantés sur les grands lacs alpins et du Jura, où tous les vestiges sont préservés dans l'eau en partie, puisque les déchets étaient rejetés dans les lacs, et donc ont été préservés gorgés d'eau. Et là aussi, les végétaux ont été découverts en l'état quasi similaire à des plantes actuelles, puisque gorgés d'eau, ils n'avaient subi aucune transformation. Et là aussi, l'intérêt a été très précoce. Par contre, la discipline, elle s'est vraiment systématisée et elle a été intégrée à la démarche archéologique de manière beaucoup plus récente. Donc, je dirais que la carpologie, elle s'est vraiment développée depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Maintenant, elle fait vraiment partie intégrante de ces observations. Ce sont des vestiges qui systématiquement sont pris en compte, étudiés, identifiés et remis dans leur contexte, puisque le but, c'est pas d'identifier une plante, mais c'est effectivement d'avoir un marqueur d'un contexte social, de pratiques de consommation, et aussi, comme c'est un marqueur daté et découvert en contexte, avec l'arrivée de toutes ces espèces exotiques, c'est aussi un reflet de ces échanges, de ces relations commerciales avec des contrées étrangères. La carpologie, c'est des graines. C'est l'étude des graines et des fruits. L'étude des graines. Oui, Et spécifiquement. pollen, C'est la palynologie. palynologie. Voilà. Et donc vous avez la xylologie, qui est l'étude des bois frais, et l'anthracologie, qui est l'étude des bois carbonisés. En fait, tous les organes de la plante sont étudiés par différentes personnes, avec des disciplines et des démarches, des méthodologies spécifiques qui sont mises en œuvre.
aussi bien des éléments qui sont encore visibles à l'œil nu, ce qu'on appelle les macro-restes, qui les distinguent des micro-restes, qui sont donc des éléments microscopiques. Encore une autre question? Oui, vous allez me la donner? Non, vous me la dictez, s'il vous plaît. A-t-on trouvé à Pompéi des restes de plats cuisinés? Oui, donc outre les pains, il y a également des restes de céréales concassées, de bouillie de céréales. Il y a également des plats à base de millet. Et puis, il y a des choses qui rappellent des pâtes ou des produits cuits. Le problème, c'est que souvent, quand on découvre des vestiges de produits transformés, il n'y a plus d'éléments suffisamment grossiers pour avoir une identification immédiate de la denrée à la base de la préparation alimentaire. Et donc, il faut mettre en œuvre ces techniques d'imagerie de manière à pouvoir identifier des micro-éléments. Donc, ça implique le recours, l'accès à un microscope électronique à balayage. Donc, ce sont des choses qui ne se font pas en routine. Beaucoup de ces éléments ne sont plus observables, même en microscopie optique ordinaire. Et donc, il faut vraiment avoir recours à des techniques d'imagerie un peu plus sophistiquées. Donc, ce sont des choses qui peuvent se faire dans le cadre de projets un peu plus spécifiques et axés vraiment sur l'étude de ce type de produits. C'est une archéologie qui se développe aussi de plus en plus. Il y a des spécialistes qui se sont vraiment consacrés à la caractérisation, à l'étude de ces préparations alimentaires. Mais c'est quelque chose d'encore un peu plus récent que la carpologie et d'autres disciplines. Mais ça a permis, pour d'autres régions et d'autres périodes, d'identifier des préparations alimentaires qui datent même d'avant l'apparition de l'agriculture. Donc on a pu identifier des choses qui ressemblent à des pains, à des galettes, qui sont constituées en fait de graminées sauvages et de plantes sauvages, et qui ont permis de confectionner les premières galettes, avant même l'apparition de l'agriculture. Alors là aussi, il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées plutôt en Égypte d'ailleurs, du fait, là encore une fois, de la dessiccation de ces types de restes. Dans les tombes égyptiennes, on trouve des pains, on trouve des résidus de préparation alimentaire. Là, c'est un petit peu plus compliqué, puisque dans un site comme Pompéi, ces restes vont être là aussi souvent carbonisés. Donc ça implique aussi une destruction partielle de l'objet qui a en même temps permis sa préservation, mais ça exige une formation spécifique pour encore reconnaître la microanatomie de ces substances. Qu'en est-il des viandes, des œufs, de la volaille? Alors effectivement, c'est tout un pan qui est également étudié par les archéologues. Donc là, on recherche des vestiges, cette fois-ci osseux. Je les ai moins évoqués ici, d'abord parce que je ne suis pas du tout spécialiste de cette discipline. C'est mis en œuvre par des collègues de l'équipe à laquelle j'appartiens. Mais c'est très fréquemment retrouvé également. Donc on va retrouver des vestiges de la grande faune des mammifères, notamment la triade domestique, le bœuf, le porc et puis les caprinés. Mais sur le site de Pompéi, entre autres, on trouve beaucoup d'autres types de vestiges, notamment tout ce qui est produit de la mer. Donc on va retrouver des restes d'oursins, des restes de crabes, des restes de crevettes, enfin, toute une série de choses qui étaient également consommées. On retrouve des restes d'oiseaux, de poissons. Et tous ces vestiges sont là aussi étudiés par des spécialistes de différentes disciplines qui vont se consacrer à un type, une classe animale en particulier ou un type de vestige. Et l'identification repose sur les mêmes principes, c'est-à-dire il faut constituer une collection de références qui rassemble des squelettes actuels, de manière à pouvoir, par comparaison et par mesure, identifier l'ancien. Ne quittez pas, ça arrive. Est-ce qu'il y a des traces de fromage? Oui, donc ce sont des choses qu'on étudie à partir de différents témoins. Donc déjà, il y a les vases qui permettent en fait d'opérer la transformation.
Donc ce sont souvent des vases percés qu'on appelle les faisselles, qui permettent en fait, après caillage du lait, de faire égoutter les jus et donc de concentrer le fromage. Donc ça a été retrouvé. Et de plus en plus aussi par la biochimie. Les produits laitiers et les produits gras, ce sont des choses qu'on reconnaît très bien avec ces approches moléculaires. Et donc ça a aussi permis d'identifier la fonction de toute une série de récipients, de vases, et de préciser dans quelle chaîne opératoire et pour obtenir quels produits ils étaient utilisés. Donc ce sont aussi là des techniques qui se développent de plus en plus et qui sont de plus en plus mises en œuvre, à la fois dans le domaine domestique, mais aussi dans le domaine funéraire, avec la reconnaissance, la mise en évidence des produits à la base des encens, des parfums, notamment sur tout ce qui concerne les petits vases qui contiennent justement des huiles parfumées ou des substances et qu'on va briser en fait sur les tombes en hommage aux morts. Si c'est peut-être la dernière question, est-ce que je peux faire une suggestion, donc un peu de conclusion? Est-ce qu'on peut dire que c'est une alimentation très variée, oui, qu'on trouve à Pompéi? Et est-ce que si on la compare à d'autres sites archéologiques, on trouve une grande différence au niveau du niveau de vie ou de la variété des aliments? Il y a une diversité tout à fait remarquable du fait des conditions de préservation. On a retrouvé des pièces végétales entières, comme celles qu'on retrouve ici, c'est tout à fait exceptionnel. Il y a une diversité de produits extraordinaires. Donc, beaucoup de ces produits qui participent de ce patrimoine végétal sont à l'origine des produits exotiques qui ont été donc en partie acclimatés. Et on a une diversité extrêmement étendue sur le site de Pompéi. Et aussi, ce sont des choses assez remarquables, justement, du fait de la présence de ces préparations alimentaires, de ces pains, de l'huile d'olive, et du fait qu'on retrouve tout en contexte associé aux ustensiles qui permettaient leur transformation et aux lieux dans lesquels on a préparé et consommé ces produits. Je crois qu'on avait une dernière question, juste ici. Vous pouvez nous dire plus sur les habitudes, combien de repas par jour, des fois se composait le petit déjeuner, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la constitution des repas, oui, de la journée? Merci. Alors, tout ça, en fait, c'est surtout connu par les sources littéraires et les sources écrites. Donc, ce qu'il apparaît, c'est qu'il y a effectivement plusieurs repas pris au cours de la journée, mais les premiers repas apparaissent assez légers. On consomme effectivement différents aliments, mais ce sont des repas un peu pris sur le pouce. Il y a également donc cette cuisine de rue qui est très présente, qui est importante. Et le repas principal, le repas où il y a vraiment une mise en scène, une attention portée à la nourriture avec une succession sophistiquée de plats, c'est le repas du soir, entre guillemets, donc la cena, qui, lui, est vraiment un repas, encore une fois, où on a une vraie mise en scène sociale de la nourriture et des manières de table. Donc c'est ce repas-là qui va comprendre plusieurs plats, avec des plats de viande, des plats de poisson, et qui va vraiment donner une idée du raffinement, de la sophistication de la cuisine. Et après, les recettes, ce sont là aussi plutôt les traités culinaires qui vont nous les restituer, plutôt que les vestiges archéologiques. Les vestiges archéologiques, ils nous restituent les denrées de base, une partie des plats préparés, mais le déroulement des repas, leur signification, leur succession, leur composition, là, ce sont vraiment les sources littéraires qui nous éclairent sur cet aspect. Merci beaucoup, Véronique Zech.